Salut à tous, j'ai voulu faire une petite vidéo sur le coronavirus afin peut-être d'apporter une façon peut-être plus optimiste ou plus constructive de cette crise. Et en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut même dire que dans chaque chose, il y a toujours un peu de positif. Et ainsi, la feuille de papier la plus fine aura toujours deux faces. Et donc, on voit très bien ça dans les citations. Par exemple, Sartre dira que l'enfer c'est les autres, tandis que Sœur Emmanuel dira que le paradis c'est les autres. Et donc ici, j'aimerais apporter une vision peut-être plus constructive ou plus optimiste de cette crise et comment elle pourrait nous apporter quelque chose dans notre vie. Mais d'abord, parlons un peu de chiffres. À la date du 12 mai, il y a eu 286 000 morts pour 4 197 000 cas, ce qui représente un taux de mortalité de 7%. Ça peut paraître énorme, mais on sait que la plupart des cas auront peu ou pas du tout de symptômes. En fait, 80% des gens n'auront pas de symptômes. Et donc si on ramène ce taux de mortalité au nombre de cas qui n'ont pas été testés parce que les hôpitaux sont full, parce qu'il n'y a pas assez de tests et parce que si on n'a pas de symptômes, mais simplement on ne se fait pas tester parce qu'on n'est pas malade, eh bien nous obtenons 1,4% de taux de mortalité. Et c'est ce qui a été en fait confirmé par le London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a étudié le navire le Diamond Princess qui a été mis en quarantaine au large des côtes du Japon car il a été infecté par le coronavirus. Et sur ce navire, ils ont ramené ce taux de mortalité à 1,2%. Donc c'est beaucoup moins élevé que les 7%. Il ne faut donc pas confondre le nombre de décès liés au cas et le nombre de décès liés à l'épidémie ou à l'infection. Et on peut comparer cela à d'autres chiffres, par exemple le cancer. Le cancer tue chaque année 9 millions de personnes pour 18 millions de cas, ce qui est énorme. 9 millions de décès à l'heure actuelle représentent 30 fois plus que le coronavirus. Même si les chiffres du coronavirus vont augmenter. Mais ce qui est intéressant avec le cancer, c'est que 90 à 95% d'entre eux sont évitables. Ils ne sont pas dus à des mauvais gènes, mais à l'environnement, c'est-à-dire au stress, à l'alimentation, à un manque d'activité physique, à la pollution, etc., etc. Et même si nous tombons dans les 5 à 10% des gens qui ont un mauvais patrimoine génétique de base, une mauvaise hérédité, eh bien rien ne nous dit qu'on aura d'office un cancer, car le gène ne va pas déclencher automatiquement un cancer. Donc par exemple, si on a une modification du gène BRCA, nous avons entre 40 et 80% de chances d'avoir un cancer du sein pour les femmes, ce qui ne représente pas 100%. Donc il y a toujours l'environnement qui va jouer, qui va contrôler, qui va jouer au-dessus des gènes. Et c'est ce qu'on appelle la science de l'épigénétique. Et par exemple, pour la petite anecdote, Angelina Jolie, qui avait une modification du gène BRCA, a décidé de se faire une mastectomie, donc une ablation des deux seins, afin de ne pas tomber dans ces taux de chances de cancer élevés, de se ramener à un taux plus normal. Donc le taux de cancer du sein est de 7%. Et donc, pour parler encore d'autres chiffres, on peut dire que le tabac tue 8 millions de personnes par année, dont plus de 1 million d'entre eux n'ont jamais fumé et meurent simplement du tabagisme passif. Alors, l'obésité, elle, quant à elle, tue 2,7 millions de personnes par an, la pollution de l'air tue 8,8 millions de personnes par an et l'alcoolisme en tue 3 millions. Et ce qui est assez intéressant, donc je compare ces chiffres, pourquoi ? Eh bien parce que le cancer, sachant qu'il tue à l'heure actuelle 30 fois plus de personnes que le coronavirus, même si les chiffres du coronavirus ont peut-être un peu augmenté, eh bien on ne fait rien, les politiques de prévention sont quasi nulles, alors qu'on sait qu'ils sont quasi tous évitables. Eh bien on laisse mourir chaque année 9 millions de personnes, peut-être parce que ça rapporte aux firmes pharmaceutiques, je ne sais pas. Pareil pour le tabac, les fumeurs sont responsables à eux seuls de la mort de plus de 1 million de personnes qui n'ont jamais fumé. Et c'est 3 fois plus que le coronavirus à l'heure actuelle, c'est énorme. Pourtant, on n'oblige pas les fumeurs à fumer dans les WC ou à être confinés lorsqu'ils fument. Pour la pollution de l'air, c'est pareil. 8 millions de personnes, 8,8 millions, ça représente 30 fois plus de décès à l'heure actuelle que le coronavirus. Et pourtant, on préfère garder un air pollué, sacrifier 9 millions de vies par an, pour pouvoir avoir peut-être une meilleure prospérité économique. Et là, l'économie prend le dessus sur les vies humaines, c'est un sacrifice peut-être raisonnable. On préfère laisser peut-être des chaînes de fast-food, laisser les gens en mauvaises conditions physiques, en n'installant aucun programme de gestion du stress et laisser mourir des gens du cancer, etc., etc. C'est quand même assez incroyable de laisser mourir autant de gens, alors que pour le coronavirus, on est prêt à bloquer toute l'économie et bloquer des milliards et des milliards et des milliards
qui ne sont plus produits par les entreprises. Mais maintenant, nous sommes confinés et nous devons composer avec ça. Même si nous sommes en mode de déconfinement pour certains pays et pour ceux qui ont moins de chance, en mode de reconfinement là où l'épidémie revient. Comment tirer parti de ce confinement et comment réfléchir au confinement et ce qu'il apporte dans notre vie? En fait, le confinement nous oblige à recomposer avec l'essentiel, nous oblige à voir ce qu'est l'essentiel de vivre, nos obligations les plus fondamentales, se lever le matin, manger, se nourrir, dormir, voir les plus proches parents, ceux avec qui on vit, ceux peut-être que l'on aime et peut-être que l'on a délaissés. Le confinement nous dépouille de toute une série d'activités et nous libère énormément de plein de choses qui prenaient notre temps. Et donc, nous avons toute une série de fenêtres qui s'ouvrent, qui se vident, nous laissant un peu à nu. Si notre vie était une pièce de théâtre, le confinement serait comme un retrait du décor. Et nous avons donc l'occasion non seulement de recomposer avec l'essentiel et de nous demander ce que c'est de vivre réellement, et ensuite, ce retrait du décor par ces retraits d'artifice, ces retraits des paillettes, ces retraits des lumières, ces retraits des applaudissements de cette scène de théâtre qu'est la vie, nous pousse à voir le scénario que l'on mène jour après jour, mois après mois, année après année. Nous sommes l'acteur principal de cette pièce de théâtre qui représente notre vie. Et nous pouvons donc dès lors, sans ce décor, nous demander si la vie que l'on mène, le scénario que l'on mène, sans ces paillettes, sans ces artifices, sans ce décor, est-il en pleine harmonie avec notre cœur ou avec ce qu'on aspire de la vie. Et un deuxième élément très constructif du coronavirus, c'est qu'il nous remet face à quelque chose qu'on a trop souvent oublié. Il nous rappelle que notre temps sur Terre est limité. Il nous rappelle que nous vivons sur Terre, nous menons un voyage qui devra s'achever un jour. En effet, l'ombre de la mort qui pèse sur chacun d'entre nous, qu'on soit plus jeune ou plus âgé, nous rappelle la temporalité de ce voyage que nous menons. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous pouvons nous rendre compte que nous ne serons pas toujours là et nous n'aurons pas toujours l'occasion de mener des choix qui nous mènent à cœur. Le temps qui passe, c'est comme un sablier et chaque grain qui est perdu définitivement. Et cette reprise de conscience que notre temps sur Terre est limité est essentielle. Car comme le dit Elisabeth Kubler-Ross, l'une des plus grandes psychiatres que ce monde ait connues, c'est seulement lorsque l'individu commence à comprendre que son temps sur Terre est limité et qu'il n'a aucun moyen de savoir lorsque son temps sera écoulé, qu'il commencera à vivre chaque journée au maximum, comme si c'était la seule qu'il n'avait jamais eue. Et donc avec ça, moi ce que je fais souvent dans ma vie, c'est que je m'imagine au port de la mort. Et je m'imagine, et en me demandant les regrets, les choses qui m'ont plombé vers le bas, les choses qui m'ont éloigné de moi, les choses qui m'ont fait sentir peut-être moins heureux ou comme si je ne valorisais pas les grains de ce sablier qui coule inlassablement et qu'on ne peut pas stopper. Et donc là, on peut faire l'exercice en se plaçant au chevet de notre mort comme si nous étions atteints du coronavirus de ces 1,2%, comme si nous allions mourir. Et donc on peut se demander pour quelles choses également nous aurions peut-être passé plus de temps? Dans quelle situation nous sentions plus en vie? Quelle situation, quels événements, quelles émotions nous sentions plus épanouis et accordés avec peut-être notre cœur ou notre âme? Qu'est-ce qui faisait que la vie valait la peine d'être vécue pour nous? Car je pense que c'est important de comprendre que ce voyage sur Terre, c'est nous qui le menons et personne d'autre. Et que personne ne peut se mettre à notre place, surtout au chevet de notre mort. Donc je trouve que cet exercice est super important. Et là, avec le coronavirus, on a vraiment l'opportunité de s'imaginer et de se rappeler que notre temps sur Terre est limité. Et la troisième chose, c'est que maintenant, ce qui serait bien, c'est de réaccorder les actions de notre vie. Tant que ce décor est absent, tant qu'une partie de ce décor est absent, et tant que nous pouvons voir le scénario que l'on mène et que l'on puisse imaginer aux portes de la mort, comme si nous devions mourir dans les jours qui suivent, que nous sommes aux soins intensifs, sous respirateur, nous demander pour quelle chose nous aurons passé plus de temps et comment accorder maintenant les actions de notre vie, comment revisiter un peu les choix que l'on fait pour, lorsque notre jour viendra, qui maintenant est dans des années, maintenant qu'on a encore toutes les cartes en main, maintenant que nous avons encore toutes les possibilités car nous sommes pleinement en vie, nous demander comment peut-être mieux utiliser les grains de ce sablier qui coule, comment
utiliser les cartes que l'on a encore en main pour réaccorder et lorsque tout le monde devra y passer, lors du moment de la mort, comment avoir ce sentiment de liberté, d'épanouissement et de se dire « j'ai vécu une vie que j'ai voulu vivre ». Mais souvent nous n'osons pas, car nous sommes... En fait, on vit dans une société, je trouve, qui pousse vraiment l'individu à éviter l'échec. Nous sommes punis quand nous échouons, nous sommes dans une société qui pousse à la réussite sans vouloir nécessairement passer par l'échec. Or, l'échec est indispensable à l'évolution, à l'apprentissage. Un enfant qui essaiera de marcher va tomber d'innombrables fois. Vous ne pouvez demander à un enfant de commencer à marcher sans tomber au moins des milliers de fois avant. Et donc, comme le dit Henry Ford, échouer, c'est simplement une meilleure façon de pouvoir recommencer. Une danseuse étoile va tomber et rater ses numéros d'innombrables fois avant de réussir la perfection. L'échec fait partie de l'apprentissage, l'échec fait partie de la vie. Comme le dit J.K. Rowling, il est impossible de vivre sans échouer, à moins que vous ne fassiez tellement attention que l'on ne vit plus et donc que vous échouez par défaut. Et en effet, dans cette société qui pousse les individus à la réussite tout en évitant l'échec, en blâmant l'échec, avec cette peur de ne pas se lancer, de ne pas suivre quelque chose qui n'est pas certain parce que nous ne voulons pas rater, nous ne voulons pas échouer. Or, il est, comme le dit Paul-Émile Victor, la seule chose qui est vouée d'avance à l'échec, c'est celle qu'on ne tente pas. Et donc, pourquoi ne pas justement appréhender l'échec comme quelque chose de positif et de se dire, ok, les ajustements de la vie que j'ai peut-être envie de faire parce que si je m'imagine mourir bientôt, dans un mois ou dans un an, eh bien j'aimerais bien que ne pas avoir ce genre de regrets, j'aurais voulu au moins tenter ceci ou cela, j'aurais peut-être voulu mener une vie plus en harmonie avec certaines personnes, j'aurais voulu peut-être mener un projet, ouvrir un business, mener un combat pour une cause qui me tient à cœur, peu importe. Mais au moins, d'oser mener certaines choses. Et même si on les rate, le fait de vraiment embrasser l'échec et de se dire, ça fait simplement partie du chemin. Et comme le dit Charlie Chaplin, l'homme le plus illustre du début du XXe siècle, quand j'ai commencé à m'aimer, je me suis libéré de tout ce qui n'était pas bon pour ma santé, la nourriture, les choses, les gens, les situations, tout ce qui m'attirait vers le bas et loin de moi. Au début, j'ai appelé ça de l'égoïsme sain. Maintenant, je sais qu'il s'agit d'amour de soi. Et en effet, à quel point nous aimons-nous pour vivre une vie en harmonie avec nous-mêmes? À quel point nous aimons-nous pour mener ce voyage sur Terre le plus dignement possible afin que cette vie vaille vraiment la peine d'être vécue? Nous sommes l'acteur principal de cette pièce de théâtre. Nous avons donc la pleine responsabilité du scénario que l'on mène. C'est nous qui prenons la responsabilité de respirer chaque matin, de nous lever, de continuer à vivre. Nous pouvons donc oser prendre des risques, oser peut-être changer l'une ou l'autre chose, oser peut-être arrêter l'une ou l'autre activité qui nous éloigne de nous-mêmes, de notre inspiration, et nous raccorder à des choses peut-être plus authentiques vis-à-vis de soi. Car nous sommes la seule personne que l'on puisse réellement changer. Si la vie était un bocal, utilisons d'abord notre temps pour remplir ce bocal avec les grandes pierres, donc c'est-à-dire les grands axes, ce qui compte réellement pour nous. Et ensuite seulement nous pouvons placer le sable, les petites choses, les choses qui n'ont peu d'impact. Car si nous plaçons avant tout le sable, nous n'aurons plus de place pour placer les grands axes, ce qui compte réellement à nos yeux.